J'ai le plaisir d'être avec François Asselineau. Alors François Asselineau, lors d'une précédente émission, hier, on a parlé un peu de vous. Je rappelle, vous avez fait HEC, ENA, vous avez travaillé dans des cabinets ministériels importants, vous avez accompagné des déplacements de chefs d'État, de Premier ministre, Édouard Balladur, Jacques Chirac, François Mitterrand aussi. Et puis vous avez fondé ce parti qui est l'Union populaire républicaine, que je qualifierais sans votre autorisation, mais moi, il faut bien donner de parti gaulliste. Voilà, c'est ce que je ressens chez vous. Voilà, quand j'ai étudié vos programmes. Alors, on a parlé de votre volonté de sortir de l'Union européenne. Bien sûr, sortir de l'euro, mais plus, l'échelon supérieur à sortir de l'Union européenne. Sur Internet, vous pouvez retrouver cet entretien. Voilà, on en a eu avec François Asselineau, il explique les choses dans le détail, avec cet exemple, par exemple, du Brexit que l'on a pris. Donc, on va pas le redire, mais c'est sur Internet. François Asselineau, jamais on a fini parler du national. Ça, c'est important. Il y a un point de votre programme qui est les services publics. C'est gaulliste aussi. Ça, on peut pas. Franchement, personne ne peut faire aucun. Et revenir sur le fruit du travail du Conseil national de la résistance, ce fameux CNR qui ne dit absolument rien à 80% des gens qui nous écoutent, mais quand il a fallu tout reconstruire à la Libération, le général de Gaulle s'est allié avec toutes les forces politiques en place à l'époque, il y avait le Parti communiste évidemment, pour avoir des services publics forts et un État fort sur ses missions, pas régaliennes parce que ça parlait pas de police ou de défense, mais on peut le considérer comme régalien, l'eau, l'électricité, aujourd'hui ce serait la téléphonie ou même l'accès à l'internet, c'est à peu près ça, et la santé. Absolument, avec la sécurité sociale. Oui, absolument. Alors, François Fillon, vous l'avez vu dans son programme, qui a été aussi caricaturé, mais enfin, il a quand même dit qu'il voulait que les petits soins soient pris en charge par les mutuelles, que ce qui était important, les cancers, etc., soient pris en charge par la sécurité sociale. J'imagine que vous êtes totalement contre. Vous êtes pour une santé totalement étatisée et privée. Quelle est votre position ? Alors ça, pour répondre à votre question directement, oui, moi je veux, dans mon programme, il y a l'inscription dans la Constitution française d'un certain nombre de services publics à la française non privatisables par nature. EDF, GDF, la SNCF, France Télécom, La Poste et notamment la sécurité sociale. La sécurité sociale pour tous les Français, c'est consubstantiel quasiment à l'identité française. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, vous me parlez du programme de M. Fillon. Je vous dirais, ça n'est pas le programme de M. Fillon. Monsieur Fillon, et ça je veux absolument que les auditeurs écoutent bien ce que j'ai à leur dire, Monsieur Fillon ne fait que prendre à sa charge les instructions fixées par la Commission européenne pour les années 2016 et 2017 à la France, puisqu'il faut que les auditeurs sachent qu'en vertu des traités européens, notamment essentiellement l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, je suis toujours très précis. Les Français ne le savent pas, mais nous avons un article de ce traité qui précise que les États doivent obéir à des recommandations. Recommandations, c'est en fait une instruction fixée par la Commission européenne. Oui, si c'est obéir, c'est forcément une instruction. Dans le cadre des grandes orientations de politique économique. Ça s'appelle les GOPE. Et donc, tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, la Commission européenne publie un rapport sur ce qu'elle demande aux États, aux différents États, pour assurer la convergence des économies. Ça, c'est très très important, notamment prétendument, à la fois pour assurer la viabilité à long terme de l'euro et aussi dans cette vision utopique d'une alliance sans cesse plus étroite, une union sans cesse plus étroite des États. C'est ce qui figure dans le préambule du traité de Rome. Alors, il faut que les Français aillent regarder le rapport qui a été publié le 18 mai 2016 par la Commission européenne et qui dit ce que la France doit faire comme politique économique et sociale pour les années 2016 et 2017. Alors on s'arrête là, on réfléchit un instant. Pour les années 2016 et 2017, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour la Commission européenne, quel que soit le président de la République qui sera élu en mai prochain, quelle que soit la majorité aux législatives, il devra... Le président de la République, le gouvernement devra appliquer les directives en question. Alors les directives en question, ce rapport des GOPE précise quoi ? Eh bien, il précise exactement
en gros qu'il faut privatiser la sécurité sociale. Tiens, c'est ce que dit M. Fillon. Il dit également qu'il faut baisser l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire faire que les riches payent moins d'argent, payent moins. Augmenter la TVA, ça veut dire qu'il faut que les pauvres payent plus. C'est exactement ce qui est mis dans le rapport des Gopé du 18 mai 2016. C'est pas le programme de M. Fillon, c'est ce qui est imposé par l'Union européenne. Le même rapport précise également qu'il faut démolir le droit du travail. Alors ils disent pas ça comme ça, mais ils disent qu'il faut permettre de développer un contrat à durée indéterminée comment dirais-je, en flexibilisant le droit du travail. Ça veut dire en fait il faut autoriser au licenciement, voilà, on licencie quelqu'un du jour au lendemain comme à l'américaine. En fait, ils disent également qu'il faut lutter contre les professions réglementées. Ça veut donc dire l'ubérisation de la société française. Tout est écrit. La loi El Khomri, la loi Macron, dont on nous a bassiné au cours des années, des semestres antérieurs, en fait, répondait au rapport des grandes orientations de politique économique. Alors, 2 choses à dire sur ces questions, si vous me le permettez. Je m'adresse ici aux classes aisées de la population. Je m'adresse notamment aux avocats, aux médecins, aux notaires, les catégories aisées de la population. Ils me font penser, ces gens, quand ils sont pour la construction européenne, j'en connais beaucoup, oui. Ils me font penser, vous savez, à ce poème du pasteur allemand Niemöller, un pasteur protestant qui vivait à Berlin sous le régime nazi et qui avait eu ce poème que je cite de mémoire. Il avait dit, en parlant des nazis, lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas bougé parce que je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, j'ai pas bougé parce que j'étais pas juif. Lorsqu'ils sont venus chercher les homosexuels, j'ai pas bougé parce que j'étais pas homosexuel. Lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. Et ben c'est ça sur quoi j'attire l'attention parmi les auditeurs. Il y a peut-être des gens qui sont avocats, médecins, notaires, etc. Et je leur dis que lorsqu'on voit les agriculteurs disparaître, ils bougent pas parce qu'ils sont pas agriculteurs. C'est la politique agricole commune qui est en train de détruire ce qui reste de l'agriculture familiale. Lorsqu'on voit disparaître les pêcheurs, ils ne bougent pas parce qu'ils sont pas pêcheurs. Lorsqu'ils voient disparaître les ouvriers français parce que les délocalisations font que, là c'est l'article 63 du TFUE qui organise les délocalisations industrielles, la France est en train de perdre toute son industrie, ils ne bougent pas, ils ne sont pas ouvriers. Et puis maintenant, et ce qui va arriver dans les années qui viennent, c'est qu'on aura bientôt des médecins, des avocats qui viendront du Bulgarie, de Roumanie, payés au tarif bulgare, etc. Les notaires ont déjà commencé à se faire ubériser avec la loi Macron. Voilà. Eh bien, ce n'est que le début. Ils n'étaient pas contents. Et voilà. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'est la raison pour laquelle tout le monde doit être solidaire face à ce qui est en train de se passer. La construction européenne est en train de détruire la France, et j'espère qu'on aura aussi la possibilité de parler de la question des réformes territoriales, qui est extrêmement grave. La société, l'ensemble de la société française, de tous ses repères, est en train d'être bousillé pour avoir une société à l'américaine, ultra stressante, d'ailleurs totalement non compétitive. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, l'élection de Donald Trump témoigne d'un malaise extrêmement profond de la société américaine, avec la destruction de l'État. Je vous ai dit tout à l'heure, les Français ont besoin d'un État régulateur qui assure la justice sociale entre les Français. C'est tout ça qui est en train d'être détruit par la construction européenne. Alors c'est pour ça que le programme de M. Fillon, excusez-moi de le dire, c'est le programme de l'article 121. Alors, un dernier mot, si vous me permettez, je vous en prie. C'est que la gauche, en fait, fera le même programme. Sauf que la gauche, elle peut difficilement arriver devant les Français en disant « je vais baisser l'impôt sur les sociétés, augmenter la TVA et démanteler le droit du travail ». Donc elle va dire c'est la faute à l'Europe. Privatiser la sécurité sociale. Mais la gauche, ils vont faire quoi? Ils vont faire ce qu'a fait M. Hollande, c'est-à-dire ils vont dire le contraire. Ils vont faire un programme en disant oui, c'est le programme de Fillon, c'est un programme de droite, nous on est la gauche, hors de question de ci, hors de question de ça. Et puis s'il y a des gens, un journaliste qui lui dit mais l'Europe, timidement, ils diront mais nous allons modifier ça, nous allons intervenir. Et puis une fois qu'ils seront élus, ils se rendront compte, j'en ai parlé déjà, c'est que l'article 48 qui impose l'unanimité fait qu'on ne peut pas modifier les traités européens. En fait, toute honte bue, ils seront obligés d'appliquer le programme de Fillon, qui n'est pas le programme de Fillon, c'est le programme de la Commission. Et c'est exactement le drame qui est arrivé à Hollande. Hollande, il s'était fait élire contre Sarkozy en drainant à lui l'espoir du peuple de gauche, comme on dit, en l'espoir qu'il allait changer de la politique. En fait, ce qu'a montré François Hollande, c'est qu'il mettait en gros la même politique que celle de Nicolas Sarkozy, en pire, si j'ose dire, puisqu'il était obligé de poursuivre. Et c'est là où bien la gauche se trouve devant, il y a une espèce d'asymétrie, c'est que la droite
comme les programmes émanant de la Commission et des traités européens sont des programmes ultralibéraux, la droite est un peu moins mal à l'aise pour annoncer le programme, si j'ose dire, que la gauche. Voilà. Mais en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, pour que les Français comprennent, c'est qu'ils votent à droite, ils votent à gauche, ils auront de toute façon l'article 121 sur les GOPÉ, l'article 63 qui organise les délocalisations, l'article 38 et 39 qui démolit la pêche et l'agriculture française, Pour éviter tous etc. ces articles, il faut voter Asselineau. Mais déjà, il faut se renseigner. Parce que évidemment, mais là, en nous écoutant, on se renseigne. Oui, on se renseigne, mais ça, c'est extrêmement important parce que vous savez, je l'expliquais dans mes conférences, parfois il y a le public qui rigole, mais qui rit un peu jaune. La construction européenne, je pèse mes mots, en fait, c'est une dictature. C'est pas obscène, hein, une dictature, c'est pas un mot obscène. Une dictature, ça remonte à l'Antiquité, lorsqu'il y avait des cités antiques qui risquaient d'être attaquées par une autre. On remettait tous les pouvoirs à un expert en poliorcétique, c'est-à-dire la science des sièges militaires. Voilà, et on remettait tout le pouvoir, la population de la cité remettait tout le pouvoir à quelqu'un qui était un expert prétendu et qui dictait ce qu'il fallait faire. C'était un dictateur. Et bien là, c'est la même chose. On remet à des experts prétendus, on leur dit, on leur demande ce qu'il faut faire. Notez bien que ça fait quand même 25 ans, ça fait quand même un quart de siècle qu'on a ces potions. Moi, quand j'étais directeur de Madame de Panafure, 1995, sous le premier gouvernement Juppé, Monsieur Juppé avait donné comme instruction à tous les ministères, moins 8%, c'était énorme dans les budgets. Quand vous dites c'est une dictature, ça veut dire qu'un pays n'a pas la possibilité de se gérer comme il l'entend. Voilà, c'est imposé, les politiques sont imposées. Oui. Mais à la différence des dictatures des siècles antérieurs, on a cette fois-ci, on n'a pas une dictature qui est visible. On a du pluripartisme. Il y a des gens qui disent on est en démocratie puisqu'il y a du pluripartisme. Non, c'est pas parce qu'il y a plusieurs partis qu'on est en démocratie. Regardez plusieurs émissions qu'il faudrait faire là-dessus. Ouais, regardez en Chine actuellement, en République populaire de Chine, vous avez 9 partis politiques. Dans l'ancienne Allemagne de l'Est, il y en avait 3. Est-ce que c'était démocratie? Non. La dictature, c'est lorsqu'on empêche une voix réellement d'opposition de s'exprimer dans les grands médias. C'est exactement ce qui se passe en France. Et le problème de la construction européenne, c'est qu'elle avance masquée, et elle avance par un truc assez génial qui est la complexité et l'ennui. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, pourrir une soirée, vous invitez des amis chez vous, et puis, comme ça, après l'entrée, vous commencez à leur dire « Ah, j'ai entendu un type, là, sur Internet. François Asselineau, vous connaissez ?» Alors, vos amis vont dire « Non, c'est qui celui-là ?» Alors, vous allez dire « Ben voilà, il explique que s'il y a des délocalisations, c'est parce qu'il y a un article, l'article 63, qui organise la liberté des mouvements de capitaux. » Vous allez voir aussitôt vos convives qui vont vous regarder avec des yeux ronds en vous disant « Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Attends, t'as pas d'autres sujets? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça ?» En fait, les Français ferment les écoutilles. Ils ne veulent pas écouter parce que c'est un petit peu compliqué. Et quand les problèmes surviennent, ils disent on aurait dû, etc. Ils sont paniqués quand le raz-de-marée arrive. Si vous êtes un météorologue et vous allez leur dire il va y avoir un tremblement de terre avec un raz-de-marée, les gens ferment les écoutilles. Et j'ai souvent l'habitude de prendre cet exemple. Je dis que les plus heureux sont ceux qui n'ont pas fermé les écoutilles parce qu'ils ont été prévenus du jour et de l'heure du raz-de-marée. Au moins, ils peuvent s'installer avec une bonne bouteille pour picoler avec leurs potes et ils ne seront pas inquiets. Alors celui qui a fermé les écoutilles, c'est celui qui a le cœur qui bat et qui est paniqué et qui fait plein de bêtises. Alors, s'agissant si les Français veulent vraiment comprendre ce qui se passe, ils vont vers votre site. Mais ils vont sur le site et ils regardent notamment mes conférences, notamment celle qui s'appelle « Les 10 raisons de sortir de l'Union européenne » ou bien une autre qui s'appelle « Qui gouverne la France ?» Et là, ils vont découvrir des tas de choses que personne à part moi ne leur dit. Et c'est vraiment, je fais un effort d'éducation populaire depuis des années, parce que c'est une guerre de l'intelligence. Et moi, je parle français à mes compatriotes comme à des gens intelligents. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais non, vous, les Français sont des veaux, vous n'y pensez pas, etc. » Non, c'est pas vrai. Quand on s'adresse aux Français avec un peu d'amour, d'affection et d'intelligence, on leur dit « Voilà ce qui est en train de se passer. » Vous savez, c'est comme si vous avez un bon copain qui vous dit « Attention, t'as vu le contrat que t'as signé, là? Le contrat de travail ou le contrat de location, tu t'es fait avoir. Regarde cette petite note en bas de page. » C'est ça que je fais depuis 9 ans. Je dis aux Français « Venez, regardez. Il y a quoi? Il y a une dizaine d'articles absolument fondamentaux qui sont en train de mener la France à la destruction. Il faut absolument que vous connaissiez ces articles. » J'aimerais vous poser une question essentielle. François Asselineau, elle est très importante, cette question. Il y a plusieurs points. Il y a par exemple un monsieur qu'on connaît très bien, qu'on reçoit assez souvent ici, qui se bat depuis plus d'une quinzaine d'années
pour la mise en concurrence de la protection sociale, qui s'appelle Claude Reichmann, qui a monté le MLPS, et quand il fait des conférences dans toute la France, il a aussi des salles avec des dizaines, parfois 200, 300 artisans, commerçants, qui en ont ras-le-bol du RSI, qui ne veulent plus payer la sécurité sociale, qui veulent s'assurer dans des assurances privées. Claude Reichmann avait même lancé un combat, mais pour que son grand espoir, ce serait que les employeurs permettent à chaque salarié de refuser la sécurité sociale en part patronale et part salariale et d'aller vers des assurances privées. Est-ce que vous dites, messieurs, vous vous trompez complètement? Je pense que c'est peut-être ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous dites aussi quand vous parlez de la Poste, de la SNCF, France Télécom, à l'exaspération de cette... On en voit tout le temps ici, c'est en province qu'on les voit le plus. Et François Asselineau, je sais que vous êtes sur le terrain et que vous le savez, des petits commerçants, des artisans, matraqués fiscalement par les impôts et par les charges, qui voient que des services publics ne fonctionnent pas, qui se font souvent, j'ai encore un témoignage, qui ont des rapports conflictuels en permanence avec des fonctionnaires dans les administrations, parce qu'ils disent à 4h30 il n'y a plus personne, on est obligé de faire la queue, ils comprennent pas qu'on est pressé, etc. Les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Enfin, il y a une envie de renverser la table, pas chez les grands, pas chez les Soros, voilà, mais chez des petits commerçants, chez des artisans, qui ont envie finalement d'aller dans un système totalement libéral, parce qu'ils se disent sinon ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Alors, je leur dis plusieurs choses. D'abord, une partie de leur exaspération est légitime, parce que c'est vrai, moi aussi je constate que les services publics parfois sont dans un état de délabrement. Notez bien d'ailleurs qu'il y a eu une dégradation de la qualité des services publics depuis 20 ans qui est tout à fait considérable. Lorsque vous preniez un train il y a 20 ou il y a 30 ans, tous les trains partaient à l'heure. Vous aviez des trains qui desservaient tout le territoire. Maintenant, la SNCF est en train de se réduire comme peau de chagrin pour le TGV. C'est une catastrophe. Bon. Mais c'est pareil pour également la Poste. La Poste, moi j'avais un grand-oncle quand j'étais petit qui était postier, et c'était des gens qui mettaient leur point d'honneur à ce qu'une lettre arrive le plus vite possible, etc. Maintenant, mais quand on était plus jeune, le J+1 était la normalité. Absolument. D'ailleurs, quand on était plus jeune, qu'est-ce qu'on avait sur les enveloppes? On voyait l'heure et la date où ça avait été. Maintenant, qui a retiré ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, en réalité... Aujourd'hui, vous avez du J+2. Voilà, en réalité, 3, vous avez... Oui, dans le meilleur des cas. Vous avez donc il y a eu une volonté de démantibuler les services publics. Il y a une volonté derrière, en faisant des réformes complètement à tort et à travers, en démobilisant les gens, en faisant perdre aussi le prestige des services publics. Le discours dominant qui consiste constamment à incriminer l'État, les services publics, etc., finit par avoir en effet un certain impact. Alors, c'est vrai qu'il y a des raisons d'être mécontent. 2, je l'ai dit précédemment, parmi les réglementations qui tombent sur les artisans, les commerçants, etc., il y a énormément de choses qui ne viennent pas du niveau national ni des énarques, mais qui viennent en réalité de la transposition de directives européennes sur toute une série de réglementations. Si on sort de l'Union européenne, on pourra lever ça. 3. Une économie, un État, c'est un ensemble. Le principe de précaution ou l'accès handicapé, ça venait pas de l'Union européenne. Alors attendez, il y a un principe de comment dirais-je, un État, la gestion d'un État, d'une économie, c'est un ensemble. Les gens qui disent, je connais la théorie de Claude Reichmann, les gens qui en fait veulent démolir la sécurité sociale, en fait, ce qui se cache derrière, c'est la loi de la jungle. C'est-à-dire que on va vers une société où il y aura plus de solidarité nationale, où il y aura une médecine pour les riches, une médecine pour les moyens. Mais la loi de la jungle pourra peut-être parfois être plus juste que cette loi d'exaspération et d'étranglement. Oui, mais attendez, mais la loi de la jungle, il faut que les gens aillent aux États-Unis pour la voir. Il faut qu'ils voient ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez des services publics qui sont complètement détruits. Il y a des endroits entiers où les routes sont complètement cabossées. Les États-Unis, c'est un pays, on n'en parle pas, mais il y a des sites internet qu'il faudrait que les gens aillent voir, où tous les jours, les gens tirent dans le tas. Il y a des tueries de masse tous les jours aux États-Unis. Tous les jours. C'est-à-dire, c'est une société d'une violence, d'une hyper-violence. Aux États-Unis, vous avez 10 fois plus de personnes incarcérées par rapport rapporté au nombre d'habitants qu'en France. C'est une société d'hyper-violence qui vire à la folie. Donc, quand on est dans un État
Encore une fois, je ne veux pas être le laxiste en chef. Au contraire, je veux qu'on ait des services publics à la française qui renouent avec l'excellence des services publics à la française, tels qu'on les connaissait il y a 30 ou 40 ans, qu'on allège en effet la fiscalité, les réglementations sur les TIPE. Il y a quelque chose qu'il faudrait dire derrière tout ça. C'est un beau proverbe chinois que j'aime bien les proverbes chinois d'ailleurs, il y en a beaucoup à citer. Il y en a un qui dit « le poisson pourrit par la tête ». La première chose à faire en France, c'est que le président de la République française soit quelqu'un de respectable. C'est quelqu'un d'abord qui se fait élire en disant la vérité aux Français, pas en racontant des bobards. Parce que Monsieur Hollande, pourquoi le quinquennat de Monsieur Hollande a été pourri dès le départ? Parce qu'il s'était fait élire sur une escroquerie. Il avait raconté un programme qui n'avait rien à voir avec les directives européennes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi Monsieur Fillon, si c'était lui qui était élu, aurait des problèmes? Parce qu'en fait, ce n'est pas son programme, c'est les directives européennes. Monsieur Fillon ou Monsieur Juppé disent oui, on est là, on n'est pas là pour obéir aux États-Unis. Ah oui? Et l'article 42 du traité de l'Union européenne qui nous place sous la tutelle de l'OTAN, ils en font quoi? Nous serons obligés, si on reste dans l'Union européenne, d'obéir à la géopolitique américaine. On l'a vu vis-à-vis de la Russie. Donc la première chose, c'est déjà un chef d'État qui dit aux Français la réalité de la situation. Et il n'y a pas de réalité de la situation si on ne parle pas de l'Union européenne. Quand je pense que le débat qui a eu lieu entre M. Juppé et M. Fillon, il n'y a pas eu un mot sur l'Union européenne. C'est absolument inimaginable. C'est-à-dire que c'est ce qui est le plus important. Ils en ont pas dit un mot. Ça veut dire que par connivence. C'est acté, de toute façon. Oui, mais par connivence avec les journalistes, ils se sont dit on ne va pas parler de l'essentiel. C'est exactement comme s'il y avait eu, je ne sais pas, des élections à Vichy en 1941, pour élire, je ne sais pas, une espèce de chambre consultative. Et on ne parle pas de l'occupation allemande. Ouais. On ne parle pas de la présence des troupes allemandes en France. Bon, c'est inadmissible. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le chef de l'État ce soit quelqu'un qui ait de la carrure, de l'envergure, du courage, quelqu'un qui soit capable. Moi, j'ai du courage. Moi, j'ai créé un parti politique à partir de rien, sans aucun soutien médiatique, sans argent, sans aucun soutien politique. Et je l'ai fait pourquoi? J'ai très largement détruit ma carrière administrative. Bon, j'ai été placé dans un placard. Pourquoi j'ai fait ça? Vous croyez que c'est pour gagner de l'argent? J'avais tout le pédigré pour gagner plein d'argent en allant travailler dans une banque. Je l'ai fait parce que je pense que nous avons un devoir collectif. Nous ne devons pas laisser détruire la France. Nous devons nous battre pour assurer la survie de ce pays qui d'ailleurs n'appartient pas qu'aux Français. Il appartient au patrimoine mondial. Donc moi, je le fais par conviction. Et les gens qui me rejoignent à l'UPR le font par conviction. Nous voulons protéger, poursuivre que la France soit la France. Et nous voulons que la France soit fidèle à ce qu'elle est. Il y a une phrase merveilleuse de Charles de Gaulle qui disait dans les années 65, « La France a décidé une fois pour toutes d'être la France et j'invite le monde entier à s'en accommoder. » Eh bien, nous voulons que le monde entier s'accommode du fait que les Français sont les Français, ne sont pas des Anglo-Saxons. Moi, je suis désolé, je ne veux pas d'une société à l'américaine. Mais du temps de Gaulle, quand il était à l'Élysée, eh ben, De Gaulle, il prenait pas un scooter à 15 heures pour aller voir sa maîtresse. Voilà. De Gaulle, il n'était pas avec des Rolex en disant j'ai réussi ma vie parce que j'ai une Rolex au poignet. De Gaulle, il payait lui-même les timbres qui de son propre, de son courrier. Voilà. Donc il y a d'abord un redressement moral à faire. Avec notre démographie, comment parvenir à équilibrer ce système? Vous êtes très sécurité sociale aujourd'hui. Non, mais c'est important. Par exemple, sur les retraites et sur la sécurité. Mais écoutez, par exemple, en matière de démographie, nous avons une démographie qui n'est pas extraordinaire. C'est exact. Elle n'est pas calamiteuse. Elle est beaucoup moins grave que ce qui se passe en Allemagne, par exemple, ou en Italie du Nord. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que moi, j'aimerais qu'on, de temps en temps, on donne aux Français des bonnes nouvelles, ou des nouvelles qui sont pas trop mauvaises. Par exemple, il faut que les Français sachent que, probablement aux alentours de 2030, eh bien, la France sera plus peuplée que l'Allemagne. Voilà. Et que l'Allemagne est un pays extrêmement vieillissant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va changer de modèle. Si vous voulez, depuis 1870 et depuis la création du Reich bismarckien, la France était moins peuplée que l'Allemagne. La France va être plus peuplée que l'Allemagne à partir de 2030. C'est important. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je serais favorable à ce que l'on ait des mesures en faveur de la famille. On parle toujours de mesures restrictives, par exemple, sur la sécurité sociale. Pourquoi M. Fillon ne propose pas, par exemple, d'avoir des mesures en faveur de la famille? C'est-à-dire que finalement, il faut si on veut avoir une meilleure démographie, prenons des mesures en faveur de la famille, tout simplement. Arrêtons systématiquement de couper dans les subventions Il y a aussi quelque chose que je voudrais dire. Il y a tellement de choses à dire. Il faut bien que les gens qui m'écoutent comprennent quelque chose, c'est qu'un État, ça n'est pas un ménage.
Ce n'est pas un ménage. Un ménage de salariés, s'il dépense plus qu'il reçoit de salaire, c'est très simple de réduire son déficit. Il suffit qu'il dépense moins. Voilà, il dépense moins. Il va revenir dans le vert. La banque qui lui a téléphoné en disant vous êtes en découvert, dira bon ça vient, vous êtes. Mais un État c'est pas de la même façon, parce que si un État dépense moins, coupe dans ses dépenses, il va y avoir un phénomène que ne connaissent pas les salariés, c'est que les dépenses de l'État elles influent sur les recettes de l'État. Voilà. Un couple de salariés, il reçoit son salaire quelles que soient ses dépenses. Un État, les recettes d'un État dépendent de l'activité économique de l'État. Voilà. Si on a une politique de récession qui est une récession constante depuis des années et des années, notamment pour cause d'euros, c'est une politique récessive qui fait que on va avoir des recettes qui systématiquement sont inférieures aux ressources. Je disais tout à l'heure, je crois... Si une entreprise dépense moins, elle fait moins de publicité, voilà. Par exemple, le chiffre d'affaires va baisser. Exactement. Mais un État, c'est absolument... Donc, ça, c'est encore plus complexe. Plus compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, le programme que vous appelez le programme de Monsieur Fillon, qui n'est en fait que le copier-coller... Je ne l'ai pas appelé, moi. Non, je dis ça parce que tout le monde l'appelle... D'ailleurs, c'est ce que Monsieur Fillon propose. Mais encore une fois, les autres feront la même chose. C'est le programme de la Commission européenne. C'est un programme qui est délirant. C'est un programme qui uniquement on va tailler dans les dépenses, tailler dans les dépenses. Bon, et très bien. Il y a des moments où on peut plus. Et si on de toute façon, on ne pourra pas. Lorsque M. Fillon dit qu'il va réduire de 100 milliards l'endettement public, je ne sais pas comment il fera. Moi, je peux vous dire qu'à Bercy, on cherche 100 000 euros. Alors 100 milliards, d'où vient les trouver. Mais quand il dit qu'il va supprimer 500 000 fonctionnaires, quand il dit qu'il va tailler dans les dépenses publiques, il va se passer quoi s'il faisait ça ? À supposer par ailleurs que ce ne soit pas la révolution. Il va se passer tout simplement que vous allez avoir 500 000 personnes au chômage. Vous allez avoir d'un seul coup un effondrement de la consommation. Des restaurateurs qui travailleront moins. Exactement. Des gens qui iront moins chez le coiffeur. Exactement. Voilà, et donc c'est mais c'est ce qui se passe depuis maintenant 20 ans. Dans le privé. Je disais tout à l'heure que lorsque j'étais directeur de cabinet de Madame de Panafieux, Monsieur Juppé avait dit moins 8% dans les dépenses de l'État. C'était il y a 20 ans, en 1995, ça fait 21 ans. Il s'est passé quoi ? Il s'est passé que depuis lors, le déficit de l'État n'a fait qu'augmenter. On est en train de redécouvrir les enseignements de Keynes, en 1936, qui expliquaient que lorsqu'un État est en récession, la pire des choses à faire pour réduire le déficit, c'est de couper dans les dépenses publiques. Parce que justement, on aggrave la situation que l'on prétend soigner. C'est la raison pour laquelle la politique actuellement menée est une politique de dingue. Il y a dépenses publiques et dépenses publiques. Bien sûr. Il y a des subventions, il y a... Bien sûr. Ça, on peut Mais couper. vous savez, tiens, je vais vous dire quelque chose. On parle toujours des dépenses publiques françaises, et ci et ça. Bien. Je ne suis pas un apôtre, je suis inspecteur général des finances, je ne suis pas un apôtre au contraire. Je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup de secteurs de l'activité de l'État où on est à la corde. Enfin, il n'y a plus rien. Bon. Est-ce que les auditeurs savent combien nous coûte la participation à l'Union européenne ? Ce sont des sommes absolument énormes. Déjà, chaque année, il faut savoir que l'on donne à peu près 22,2 milliards d'euros, en tout cas c'était comme ça en 2014, à l'Union européenne, sans que les Français le sachent. C'est notamment des prélèvements sur les droits de douane à l'entrée de produits en France, mais c'est également un certain nombre d'autres prélèvements. Les Français ne le savent pas. Et on voit la Commission européenne restituer à la France à peu près 14,2 milliards d'euros sous forme d'aide aux agriculteurs. Alors là, vous avez le drapeau bleu aux étoiles d'or, alors les agriculteurs, les chercheurs, les régions, les offices du tourisme, etc. Donc tout le monde, tous ces gens sont convaincus que l'Europe nous donne de l'argent. C'est une espèce d'arnaque incroyable. C'est pas de l'argent donné par l'Union européenne. C'est notre argent qu'on nous restitue, sauf qu'on a mis le drapeau bleu aux étoiles d'or à Bruxelles par rapport à nous qui avons versé cet argent. Et si vous avez fait le calcul, 22,2 moins 14,2, ça veut dire qu'il y a 8 milliards d'euros en 2014 qui ont été sifflés par la Commission européenne. Voilà, on est considéré. Cet argent a servi à quoi ? C'est comme si moi je vous demandais 10 euros, je vous donne 8 euros et je vous demande de me dire merci parce que je viens de vous donner les 8 euros. Et vous en êtes mis 2 dans la poche, c'est-à-dire ça serait pas 2 en les ça serait plutôt 3 ou 4. Alors, cet argent, les 8 milliards d'euros qu'on donne en plus à l'Union européenne que nous recevons, sert à financer les frais de fonctionnement de la Commission, parce que ça, comme par hasard, tous les gens qui fustigent, j'aimerais que Claude Reichmann elle mette son nez sur ce qui se passe à la Commission européenne, notamment sur les avantages sociaux inimaginables des eurocrates, qui liquident leur pension de retraite sans cotiser jamais, et ils partent à 15 ans. Et vous avez des gens qui gagnent 10 000 euros par mois. Enfin, c'est du délire. Bon.
Ça, c'est les frais de fixe. Il suffit d'aller à Bruxelles. Allez vous balader à Bruxelles, vous allez voir, il y a 78 gratte-ciel avec des bureaucrates qui sont payés par nous. Oui. Deuxièmement, cet argent ont un job assuré par des compagnies de lobbying. Exactement. Cet argent sert ensuite. Une partie de cet argent sert à donner à des pays de l'Union européenne, des pays de l'Est, par exemple. Actuellement, la France, sans que les Français le sachent, nous versons à peu près chaque année 250 à 300 millions d'euros à la Bulgarie, par exemple. Il y a futurs entrants ou les prétendants. Et puis les futurs entrants. La Turquie, nous donnons à peu près 300 millions d'euros chaque année à la Turquie. Au moment on leur donne un petit peu plus quand ils sont méchants pour éviter qu'ils soient un peu plus méchants qu'ils le sont. Donc on donne en gros 300 millions d'euros à la Turquie, alors que le gouvernement Erdogan est en cheville avec l'État islamique, Daesh, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc c'est juste pour lui demander de faire un peu de police à la frontière et d'installer quelques tentes à la frontière. Tout ça est Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que par ailleurs, il y a beaucoup d'autres coûts engendrés par l'Union européenne. Par exemple, les coûts de couverture pour prélever les ressources qui vont être envoyées à Bruxelles. Il y a également les amendes que nous recevons, parce que lorsque la France tarde à mettre les directives européennes, on est puni par la Cour de justice, on a des amendes. Il y a également le fonctionnement administratif induit auprès des administrations et des sociétés et auprès justement des petits commerçants, des TPE que vous évoquez. En France, le calcul macroéconomique n'a pas été réellement fait. Il a été fait par les Pays-Bas et par le Royaume-Uni sur des sommes astronomiques que ça coûte de façon macroéconomique par l'ensemble de ces réglementations européennes. Il y a en France un observateur qui s'appelle Christophe Baudouin dans l'Observatoire de l'Europe qui avait publié une étude en 2008 que l'on trouve sur Internet et qui chiffrait le coût global de notre participation à l'Union européenne, le coût, de l'ordre de 53 à 65 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que nous avons une espèce de mauvaise graisse, comme aurait dit Juppé, mais c'est pas les services publics, c'est cette espèce de monstre administratif, bureaucratique qu'est l'Union européenne, qui nous impose des quantités de réglementations superfétatoires et qui nous impose par ailleurs Alors, vous comprenez à quel point ça pèse sur la croissance des pays de l'Union. Pourquoi les pays de l'Union européenne, depuis des années, sont-ils les pays de plus faible croissance au monde? C'est pas que la France où ça se passe mal. L'ensemble des pays de l'Union européenne sont obligés de porter ce fardeau énorme qui est celui que je viens de décrire. François Asselineau, allez, on va terminer. Vous voulez dire un mot sur les réformes territoriales, votre programme? Ça, c'est quelque chose de très très grave. Là aussi, je suis le seul dirigeant politique à alerter mes compatriotes. Il faut que mes compatriotes sachent qu'il y a actuellement, la loi NOTRe, les gens connaissent, la réforme des régions. Monsieur Hollande, qui était un coquin, puisqu'il ne l'avait pas mentionné dans son programme, d'un seul coup a sorti d'un chapeau qu'il fallait passer de 22 à 13 régions. Et pourquoi donc ? Au même moment, il faut savoir qu'en Suède, le gouvernement de Stockholm a décidé de passer de 21 à 6 régions. Ça veut donc dire que ça obéit à une politique générale qui est cachée aux Français. Ces réformes territoriales sont une catastrophe. Elles s'accompagnent également de la fusion forcée d'un très grand nombre de petites communes. L'État a diminué drastiquement ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire que l'État verse aux collectivités territoriales chaque année de l'argent pour leur permettre d'équilibrer leur budget. Il y a un tiers à peu près de la DGF qui était versé aux communes qui a disparu. Résultat, actuellement en France, il y a programmé, sans que les Français n'aient été interrogés, sans qu'on ait demandé aux Français s'ils étaient d'accord. Sur les 36 000 communes de France, à horizon de 5 à 10 ans, il y aura 20 000 ou moins 20 000 communes qui vont disparaître. Pour créer des espèces de grandes conglomérats, des communautés de communes qui auront vocation à devenir une seule commune à terme. Personnel, sans identité, alors, sans culture. Ça veut dire au passage que la démocratie de proximité, le maire qui était là, juste à côté... Apporter le baf, comme on dit. Voilà. Et qui d'ailleurs, pour les petits maires, enfin pas petits maires, il y a des grands maires de petites communes parfois. Pour les petites communes, un maire dans une petite commune, souvent il est payé 300 € par mois. C'est un apostolat laïque. Il n'est même pas payé, parce qu'en général, il met ses 300 € pour absolument, acheter exactement. Donc c'est un tournevis ou des vis pour réparer le poteau qui est entré dans son village. C'est essentiellement la démocratie et le bénévolat. On est en train de détruire ça sans que les Français n'aient eu leur mot à dire. Et ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'on va fonctionnariser finalement. Absolument, ça va coûter beaucoup plus cher. Les régions, pareil. On a fusionné de force des régions, ça coûte beaucoup plus cher. C'est pas moi qui le dis, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti le 19 octobre dernier, donc il y a quelques semaines,
et qui tire la sonnette d'alarme. Vous avez donc une réforme qui n'a jamais été proposée aux Français, qui met tout le monde mécontent, les maires, les Français, les gens dans les régions, et qui coûte plus d'argent que ça ne rapporte. Donc c'est une réforme qui n'a aucun intérêt, c'est le contraire de ce qu'il fallait faire. La question, c'est pourquoi est-ce que c'est fait ? Je vous ai dit que les Suédois font la même chose. Il y a en fait une volonté derrière, et j'attire l'attention de mes compatriotes sur ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que sans qu'on ait consulté les Français, on est en train d'aboutir progressivement à la destruction de la République française. On est en train de promouvoir, pas vous, pas moi, mais les élites européistes sont en train de programmer la disparition des États-nations d'Europe, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Belgique, la France. De territoires impersonnels où tout le monde circule. De promouvoir des régions qui auront la taille des États de la côte Est des États-Unis. Aquitaine, Poitou, Charentes, Limousin, c'est la taille de la Caroline du Sud. Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, c'est la taille de la Virginie occidentale. Nord-Pas-de-Calais, Picardie, c'est la taille du Maryland. C'est du Raffarin, ça. L'idée, c'est après. La grande idée de Raffarin. Oui, mais c'est pas la grande idée de monsieur. Mais c'est pas plus. Mais non, mais c'est pas plus l'idée de Raffarin que le programme de Fillon. C'est de la politique des euro-régions. L'idée, c'est qu'ils veulent aboutir ces gens-là aux États-Unis d'Europe. Mais les États-Unis d'Europe, contrairement à ce que les gens pouvaient croire, c'est pas France, Espagne, comment dirais-je, Royaume-Uni. C'est Grand Nord, Haute-France. C'est Bresse, Bretagne, Pays Vascos, Pays Basque, à cheval sur l'ancienne Espagne et l'ancienne France, Catalunya. Vous avez d'ailleurs des mouvements indépendants, un mouvement qui réclame l'indépendance de la Catalogne, qui réclame le rattachement du département des Pyrénées-Orientales à la Catalogne. D'ailleurs, les Verts, le parti EL, les Verts, ont déjà publié des cartes où ils ont fait abstraction du département des Pyrénées-Orientales. Ils appellent ça Catalunya Nord. Si vous allez sur Wikipédia, d'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Avec Corsica, Occitania, d'ailleurs, le Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées s'appelle maintenant Occitanie, Alsace, Flanders pour la Flandre, etc. C'est-à-dire une Europe où il n'y a plus les grands États-nations, où tout a été pulvérisé pour avoir des entités qui seront de la taille des États de la côte Est des États-Unis, le tout sous un ensemble euro-atlantiste dirigé par Washington. Ça correspond exactement à la vision géopolitique de Samuel Huntington. L'idée, c'est d'avoir la même langue, l'anglo-américain qu'on nous impose de force, la loi Fioraso. Maintenant, on veut apprendre l'anglo-américain dans les écoles, etc. Maintenant, vous avez à Sciences Po, à HEC, à la Sorbonne, vous avez des cours, des années entières maintenant. Vous, par exemple, à Sciences Po Paris, vous avez une année entière où vous êtes obligé de vous farcir tous les cours, tous en anglais, en anglo-américain. Nos diplomates qui partent à l'étranger. Voilà. Qui parlent anglais. On n'a plus que ça. Donc, c'est une colonisation. Vous voyez des vidéos, et pendant ce temps-là, j'ai vu des vidéos de Mohamed VI en visite officielle avec Poutine, il parlait français. Absolument. À Poutine. J'ai vu la vidéo de Mohamed VI en Chine, il parlait avec le premier ministre chinois, il parlait en français. Absolument. Absolument. Et nous, on envoie des gus, sous-ministres ou secrétaires d'État parler anglais à des ministres belges, presque. C'est une trahison. Je caricature mon Non, mais vous avez raison. L'idée, c'est d'avoir une langue unique, le globish, l'anglo-américain. L'idée, c'est d'avoir un marché unique, c'est le TAFTA, parce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, le TAFTA, le CETA, là, les gens, c'est sorti d'un chapeau. On n'explique pas d'un seul coup. Il faudrait que toute affaire cessante, il faut avoir un marché commun, nord-américain, Union européenne. Les auditeurs, ils sont comme moi, ils sont allés à l'école. Qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école ? Le marché commun européen avait vocation à aboutir à quoi ? À aboutir à une Europe unie. Donc qu'est-ce que c'est que ce TAFTA ? Ce sont les mêmes forces qui sont derrière, ils veulent avoir Amérique du Nord, Union européenne, unie. Donc le TAFTA, ça sera le marché commun. La langue, ça sera l'anglo-américain. Comment dirais-je, l'organisation administrative, ça sera l'organisation américaine, c'est-à-dire des États ayant la taille des États fédérés. C'est pour ça qu'il y a des grandes régions que l'on promeut. Avec une judiciarisation qui fait que nos entreprises européennes ou françaises sont condamnées tous les 3 mois aux États-Unis. Il n'y a jamais eu de milliards. Exactement. Autant versé. C'est la conséquence de ces traités, hein.
Je termine sur l'organisation administrative, la suppression des départements et des communes pour créer des comtés à l'américaine avec un shérif, parce que un comté, par exemple, le Massachusetts, c'est exactement la même taille que la Bretagne. Au Massachusetts, il y a 11 comtés avec 11 shérifs. Comme par hasard, les indépendantistes bretons réclament d'avoir Brace, avec 11 ou 12 pays qui ont exactement la taille. D'ailleurs, le drapeau breton, vous savez que le drapeau breton est un drapeau qui n'a rien à voir avec l'âme de Bretagne. Le drapeau breton a été créé en 1923, celui qui est sur les plaques d'immatriculation. 1923 par un type qui s'appelait Morvan Marshall, qui était un collabo des nazis, qui écrivait dans Breizatao. Il a été, parce que c'était l'Allemagne hitlérienne qui était derrière les indépendantistes bretons, et c'est tellement vrai qu'à la Libération, le drapeau breton a été interdit. Une partie, si vous dites ça ici, oh là là, on va dire... Oui, une partie. Oui, peut-être une partie, mais Morvan Marshall, est-ce que oui ou non, Morvan Marshall a été frappé d'indignité nationale à la Libération? Est-ce que oui ou non, il a été frappé d'indignité nationale à la Libération? La question, c'est quand même, nous avons derrière, maintenant, c'est plus l'Allemagne hitlérienne, maintenant, ce sont les États-Unis. Les États-Unis ont une politique dans le monde entier de diviser pour régner. Regardez ce qu'ont fait les États-Unis avec l'URSS. Ils ont jeté de l'huile sur le feu pour la destruction de l'URSS. Regardez Proche-Orient. Regardez la Yougoslavie. Oui. Regardez l'Afghanistan. Regardez la Somalie. Regardez le Soudan. Regardez la Libye. Regardez l'Irak. Regardez l'Ukraine. Regardez la Syrie. Regardez le financement par les Américains des forces pour l'indépendance du Tibet en Chine, pour l'indépendance du Xinjiang avec les Ouïghours. Madame Rabia Kader qui a sa place, qui vit aux États-Unis, qui vit à Washington. Regardez maintenant ce qui se passe en Europe. Il y a une volonté de pulvériser les États-nations. C'est la raison pour laquelle, s'il y a bien un moment un moment où les Français doivent se regarder dans la glace et doivent regarder en face ce qui se passe, c'est bien l'élection présidentielle. Je persiste et je signe. Si nous continuons dans la politique actuelle, nous allons avoir la destruction de notre pays. Nous aurons à terme, il n'y aura plus de République française. D'ailleurs, vous avez vu ce qu'a dit M. Valls. Il ne veut plus que l'État verse de l'argent aux régions. Il demande aux régions de lever elles-mêmes leurs impôts et de traiter directement avec Bruxelles. Regardez ce qui se passe en Corse. En Corse, ce n'est pas un fantasme. Maintenant, c'est Jean-Guy Talamone qui est à la tête de la région Corse. Il a dit, je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Il dit la même chose qu'en Catalogne. Monsieur Puigdemont, qui est le président de la Généralité de Catalogne, qui veut une Catalogne indépendante dans le cadre de l'Union européenne, ils disent la même chose que Madame Nicola Sturgeon, qui est en Écosse et qui dit je veux une Écosse indépendante dans le cadre de l'Union européenne. En fait, ce sont des indépendances pour rire. Je vous ai montré à plusieurs reprises que nous sommes complètement ligotés par les traités européens. En fait, c'est pas l'indépendance au sens séduction, au sens vous ferez ce que vous voulez sur votre territoire. Ils veulent en fait pulvériser les États-nations et c'est actuellement la politique d'État qui est réellement conduite. Voilà. Et personne ne veut que les Français regardent ceci en face, qu'ils aillent se renseigner, qu'ils aillent sur notre site où ils verront toutes preuves à l'appui. Notamment, j'ai fait une conférence sur les eurorégions, ce qui se trame dans notre dos. Donc les Français doivent se regarder et doivent se dire est-ce qu'effectivement je vais accepter par inaction, par refus de voir la réalité en face, est-ce que je vais accepter de laisser détruire un pays qui a 1500 ans d'âge, que 50 ou 60 générations ont fait et dont je suis l'héritier et dont je suis redevable pour mes enfants, mes petits-enfants et mes descendants. Merci François Asselineau. Y a-t-il un sujet en 1 ou 2 minutes qu'on n'aurait peut-être pas abordé au cours de ces 2 émissions? Il y a le blacklisting dans les grands médias, qui est quand même quelque chose qui... Mais non, vous êtes dans un grand média local, François Asselineau. Vous êtes dans un... bien sûr, quand je dis les grands médias, ce sont ceux... J'ai compris, non, je parle de ceux qui sont comptabilisés par le CSA. Ouais. Nous avons fait 5 saisines du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Notre mouvement politique n'est pas un très grand mouvement, mais c'est le mouvement... La loi dit que... Attendez, notre mouvement est le mouvement en plus forte croissance de France. Oui, mais il faut une représentation à l'Assemblée. Non, mais attendez, mais attendez, M. Macron, il a quoi comme représentation avec En Marche? Il a 0. Oui. Bon. Nous avons fait, aux dernières élections régionales, nous avons présenté 1971 candidates et candidats. Alain Parisot. Il y a eu que 7 ou 8 partis politiques qui ont pu le faire autant. Le NPA de M. Besancenot, Lutte ouvrière le MRC de M. Gemelin, tous ces partis ont été incapables de faire ça. Nous avons obtenu près de 200 000 électeurs, c'est-à-dire près de 1% des suffrages. Normalement, selon la loi,
selon les principes fixés par le CSA lui-même, nous devrions avoir 1% des émissions politiques. Il y a par exemple sur les grands médias suivis par le CSA, c'est-à-dire France Inter, France Info, les France BFM, Culture, RTL, Europe 1, voilà. C'est ça que j'appelle les grands médias, TF1, France 2. Nous avons fait le calcul, pour ne parler que des seules émissions politiques matinales, il y en a 2483 au cours d'une année, ou 2486. On a fait le décompte. Normalement, 1%, ça veut dire 24. Ça veut dire que depuis le 6 décembre 2015, ça fait un an, depuis le 6 décembre 2015, j'aurais dû être invité 24 fois, c'est-à-dire une fois tous les 15 jours, sur France Info, France Culture, RTL, RMC, Europe 1, TF1. J'ai été invité 0 fois. Monsieur Macron, lui, il a 0 électeur. Son parti ne s'est jamais présenté nulle part. Il a 0 affiche. 0 militant, moi je cherche toujours les paraît-il qu'il a des marcheurs, j'ai jamais vu. Il a 0 programme, ça vaut le coup d'aller voir sur son En Marche, il n'y a rien, c'est du vide, c'est du toc. Monsieur Macron, il a eu droit au cours des 3 derniers mois à 75 couvertures de magazines. Monsieur Macron, il est passé des heures et des heures et des heures sur 20 heures de TF1, le France 2, etc., partout. Alors il faut que les gens qui m'écoutent se posent en conscience la question, pourquoi ce scandaleux de poids et de mesure qui est contraire à la loi ? À la loi. Il faut qu'ils se demandent aussi pourquoi le CSA ne réagit pas. Je rappelle que M. Olivier Schrammeck, président du CSA, et l'ancien directeur de cabinet de M. Jospin, a été nommé par le président de la République, M. François Hollande, et qu'il a contribué à faire nommer à la tête de France Télévisions la personne qui est actuellement à la tête de France Télévisions. Si on apprenait en France qu'en Russie, il y avait une institution qui est chargée d'assurer l'équité d'accès aux grands médias russes, qui était tenue par un proche de Poutine, les gens hurleraient au scandale. Nous sommes en république bananière. Eh bien, je peux vous dire un truc, c'est qu'ils ne vont pas l'emporter au paradis. Parce que, à travers toute la France, si je fais maintenant des salles combles, c'est que de plus en plus de Français qui vont sur Internet, et je l'ai dit tout précédemment, en fait, les Français maintenant passent de plus en plus de temps sur Internet, plus que sur la télé. Les faux géants qui m'écoutent sont sidérés et scandalisés que quelqu'un comme moi qui apporte tant au débat, tant d'informations, tant de richesse d'informations, soit totalement interdit des grands médias nationaux. Ça prouve une chose, ça prouve qu'ils ont peur de mes analyses. Et comme me l'a dit un jour sous le sceau du secret un grand journaliste, il m'a dit, vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité ? C'est parce que nous ne savons pas quoi vous répondre, parce que vous connaissez les dossiers. Eh bien voilà, François Asselineau, le président de l'UPR, était donc mon invité, l'Union populaire républicaine, le président et le fondateur. Merci, cher monsieur Asselineau, de vous être déplacé. Voilà, 2 très belles interviews à retrouver donc sur Internet. Voilà, François Asselineau, candidat à l'élection présidentielle en quête des 500 signatures. Merci de nous avoir parlé de vous, de votre programme, de votre formation politique. Et c'est vrai que vous les connaissez, les dossiers, François Asselineau. Merci à vous de m'avoir invité.